Je cherche Monsieur Zhao. On m'a dit qu'il a vu ce qui s'était passé. On aurait dit une colonne de fumée. Et ça tournait. Oui, ça a tourné comme ça pendant au moins 3 minutes. D'après les membres de la société de recherche, l'OVNI se serait écrasé sur la berge. Au sommaire du JT de la télévision publique chinoise, on entend souvent ceci. Un invité inattendu s'est, semble-t-il, rendu à Hangzhou. Cette ville, considérée comme un paradis sur Terre, aurait attiré un visiteur venu du ciel. Voici notre reportage. Un sujet pris très au sérieux par les médias, mais également par le gouvernement. Alors au JT, on entend aussi parfois ceci. Le 7 juillet 2010, pendant 56 minutes, les décollages et atterrissages ont été suspendus à l'aéroport de Hangzhou. La police a confirmé qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles des ovnis survolaient l'aéroport. Depuis 1979, le gouvernement cherche officiellement à prouver l'existence d'extraterrestres et y met le prix. Tous les ans, la très sérieuse société chinoise de recherche sur les ovnis se réunit ici, à Dalian, une ville au brouillard épais, surplombée par un bâtiment en forme de soucoupe volante. Asseyez-vous, asseyez-vous. La société compte 100 000 membres à travers tout le pays, des scientifiques et des officiels gouvernementaux. Le thème du jour, les bienfaits possibles des ovnis sur l'économie chinoise. Les ovnis sont extrêmement rapides. Il faut que nous continuions à étudier les technologies utilisées par les ovnis, afin de les mettre en application pour améliorer notre propre technologie. Dans la salle, personne ne sourit, pas même ce professeur d'aviation civile dans une université d'État. Comment un scientifique comme vous peut-il croire aux extraterrestres? Ici en Chine, quelqu'un de bien placé, qui a reçu une bonne éducation et qui est ouvert d'esprit, croit forcément à l'existence des extraterrestres. L'objectif de la société de recherche sur les ovnis, enquêter sur tous les événements qui leur paraissent suspects. Voici 2 de leurs membres. Leur mission du jour, un objet volant mystérieux qui a bien sûr fait la une de la presse locale. Un ovni s'est écrasé près du village de Xingshan. Une information confirmée par le parti communiste local. Les enquêteurs doivent récolter un maximum d'informations pour les transmettre ensuite aux scientifiques. Les autorités ont mené une première enquête, mais ça n'a rien donné. Ils n'ont pas trouvé l'objet. Nous avons donc ouvert une enquête au cas où il s'agirait d'un ovni ou d'un fragment de soucoupe volante. Je cherche Monsieur Zhao. On m'a dit qu'il a vu ce qui s'était passé. On aurait dit une colonne de fumée. Et ça tournait. Oui, ça a tourné comme ça pendant au moins 3 minutes. D'après les membres de la société de recherche, l'OVNI se serait écrasé sur la berge. C'est là. Allez, on mesure. La zone fait 15 mètres sur 20. Il va falloir creuser sur 300 mètres carrés. C'est trop grand, on reviendra avec du matériel. À ce jour, aucun homme n'a eu entre ses mains un objet conçu par les extraterrestres. J'ai entendu dire que les Américains en avaient trouvé, mais ils n'ont aucune preuve. Ce serait génial de pouvoir mettre la main dessus en premier. Deuxième étape de l'expédition, la visite d'une montagne où, toujours sans sourire, les enquêteurs nous affirment que des ovnis se seraient posés il y a 20 ans. Les arbres ont été carbonisés, là où l'ovni a atterri. Avant ici, c'était une forêt de sapins. Les arbres sont tous morts sur le coup. Chaque année, ils étudient l'évolution de la zone. Je prélève des matériaux que je vais envoyer pour qu'ils soient analysés. Je conserve aussi d'autres échantillons pour les étudier plus tard, quand notre technologie aura évolué. La Chine a une très grande surface géographique, donc la probabilité qu'il se pose chez nous est grande. Et comme en plus nous sommes très nombreux, il y a plus de chances qu'il y ait des témoins. Et quand la Chine croit en quelque chose, elle investit. Nous sommes dans le sud du pays. La première ville est à 7 heures de route. Perdus au milieu des collines, nous nous dirigeons vers le chantier du futur plus grand observatoire au monde.
Les étrangers n'ont pas le droit de pénétrer sur le site parce que les autorités ont peur que ce soit des espions. C'est top secret. Ce sont 2 anciens gardiens qui nous accompagnent. Nos demandes de tournage ont été refusées. Le voilà enfin. Son prix, 75 millions d'euros. Pourquoi un tel investissement? Pas seulement pour observer les étoiles. Ce sera le plus grand télescope du monde. Le télescope pourra contribuer à la recherche de civilisations extraterrestres, puisqu'il détectera les signaux sonores présents dans l'univers. 75 millions pour des extraterrestres, grosse pression pour les scientifiques chargés des recherches. Avant la fin du chantier, nous nous rendons à l'actuel plus grand observatoire de Chine, la Montagne Pourpre. Nous avons rendez-vous avec le professeur Wang Xichao, le plus grand spécialiste des ovnis dans le pays. 42 ans de travail sur la question, et évidemment, aucun doute sur leur existence. Tenez, regardez ces photos. Celui-là, c'est un ovni en spirale qui a été observé le 25 septembre 2005. Monsieur Wang n'est pas dupe, les autorités attendent beaucoup de ses travaux. Le gouvernement chinois est tiraillé. S'il arrive à prouver l'existence des extraterrestres, ce sera un grand honneur. En revanche, si tout ça c'est une farce, ça risque de le déstabiliser. Donc nous avons l'autorisation de notre gouvernement de faire des recherches sur les aliens, à condition que ce soit scientifique. Le professeur Wang a raison de se méfier. À plusieurs reprises, la presse a solennellement annoncé la découverte d'ovnis avant d'être contredite. Dernière affaire en date, en mai dernier, l'étrange boule de métal de 40 kg qui avait atterri dans le nord-est de la Chine s'est révélé être le fragment d'une fusée russe qui transportait un satellite. Il faut les empêcher de sortir. Sinon, ils risquent d'aller chercher à manger en cachette. Cette nuit-là, personne n'est allé se goinfrer en douce. Le stage commence bien. Pékin, la capitale chinoise. Dans un appartement de sa périphérie, nous avons rendez-vous avec la famille Wang, une mère et sa fille. Voici Tong Tong, 25 ans. Au ciel, j'ai faim, j'ai faim. Tong Tong mange beaucoup et se trouve trop grosse. Elle est obèse depuis plusieurs années déjà. 125 kilos aujourd'hui. Sa mère l'a entraînée depuis leur province du Shandong jusqu'à Pékin pour faire une cure. Parce qu'être gros en Chine, c'est très mal vu. L'obésité est même devenue un problème d'État et l'une des priorités du gouvernement central. Les gros doivent se mettre au sport, Tong Tong n'y échappera pas. J'étais contre, absolument contre. Je me sens bien, moi. J'ai mes habitudes et je n'avais pas envie de maigrir, sachant que ce serait fatigant et difficile. Tong Tong a fini par se ranger à l'avis de sa mère. Elle ira faire un stage de 42 jours pour perdre des dizaines de kilos. En Chine, Tong Tong n'est pas la seule dans sa catégorie poids lourd. Les gros sont légion. 250 millions de personnes en surpoids, 120 millions d'obèses, 2 fois l'ensemble de la population française. 12% des jeunes Chinois sont trop gros. J'ai 12 ans et je pèse 90 kilos. Je m'appelle Li Tianliang. J'ai 16 ans et je pèse 101 kilos. Les gros sont devenus l'obsession des télévisions gouvernementales. On les trouve partout, dans des shows, des reportages ou dans d'innombrables émissions sur la santé. Les télévisions s'arrachent notamment ce médecin nutritionniste qui travaille pour la glorieuse Armée Rouge. Son rôle, faire peur. Être gros, c'est dangereux pour les gros, mais aussi pour leur entourage. Ces derniers jours, j'ai vu sur Internet qu'un enfant de 12 ans avait tué 3 membres de sa famille. Vraiment? Sa tante n'était pas rentrée à temps pour lui donner à manger. L'info paraît bien suspecte, qu'à cela ne tienne, cela fait partie d'une offensive nationale contre l'obésité. Le gouvernement a mis en place un plan d'action pour faire maigrir ses concitoyens, notamment les jeunes. Au programme, prévention, lutte contre les maladies cardiovasculaires et le diabète, et sport. Les centres pour maigrir se sont multipliés ces dernières années, publics ou privés. Dans la banlieue de Pékin, voici le centre eBody, l'un des tout premiers à avoir ouvert il y a 5 ans. Et voici Monsieur Yang, le directeur de l'activité physique.
Mon travail, c'est de faire maigrir les gens. Il est très fier de son centre et très content de le montrer à des journalistes étrangers. Tu prends plein de photos de nous, hein, mais il faut pas que tu restes dans le champ. Notre centre d'amincissement fait 5000 mètres carrés. De ce côté-là, vous pouvez apercevoir notre piscine de 50 mètres sur 25. Et ici, c'est la salle de danse pour les entraînements. Nous y retrouvons Tong Tong en pleine action. Sa cure a commencé. Après l'aérobic, Tong Tong suit son coach pour une nouvelle activité, le tapis roulant. Mets-moi un truc pas trop dur, hein. Le stage dure 42 jours et coûte environ 1000 €, plusieurs mois du salaire de base chinois. Les pauvres n'ont qu'à rester gros. Le centre fixe des objectifs très précis. Actuellement, elle fait 125 kilos. Sur 42 jours, on prévoit qu'elle perde 30 kilos. Je suis sûre que j'arriverai à relever ce défi et que je perdrai même 35 kilos. 30 kilos en 42 jours, c'est presque inhumain. D'après les médecins français que nous avons consultés, c'est de la folie et les kilos reviendront aussi vite qu'ils sont partis. Pour y arriver, 6 heures d'exercice quotidien. 4, 5, 6, 7, 8, on change. C'est trop, tous les jours. Course, danse, piscine. Je suis épuisée. Les gros sont de plus en plus nombreux. La faute notamment à la politique chinoise de l'enfant unique. Ils deviennent de petits empereurs gavés par toute leur famille. Et paradoxalement, être obèse en Chine, c'est être rejeté, ne pas avoir de vie normale. Un avenir qui effraie Tong Tong. C'est pourquoi elle se rend avec Monsieur Yang sur l'île de Hainan pour un stage d'1 semaine, plus dur encore. Elle n'a pas le choix. Comme je suis grosse, je subis la pression de la société et de ma famille aussi. Une pression importante. Je vais poursuivre mes efforts pour atteindre le poids idéal correspondant à ma taille. Une fois parvenue à cet objectif, je trouverai un meilleur travail. Je pourrai fonder une famille et mon avenir sera complètement différent. Tong Tong veut à tout prix éviter d'être ce que les Chinois appellent négativement une Shungnu, une fille de 27 ans toujours pas mariée. Elle a 25 ans. À l'hôtel, la nuit, les couloirs sont évidemment déserts. Mais au détour d'un escalier, nous croisons un homme. C'est l'un des coachs du centre. Il restera là toute la nuit pour surveiller Tong Tong et les autres pensionnaires. Il faut les empêcher de sortir. Sinon, ils risquent d'aller chercher à manger en cachette. Cette nuit-là, personne n'est allé se goinfrer en douce. Le stage commence bien. 8 heures le lendemain matin. C'est l'heure de la pesée. Tu es réveillé? Le même rituel tous les jours. Il ne faudrait pas que les étudiants, comme ils les appellent ici, oublient pourquoi ils sont là. Monte sur la balance. 124,7 kilos. Je suis revenue à mon poids d'avant. Il va falloir les reperdre à la plage. Ça va? Non, non, tu ne cours pas bien. Allez, cours plus vite. Tong Tong s'accroche. Elle veut maigrir, elle doit maigrir. Contrainte et forcée, la jeune femme s'est formatée à l'image que lui renvoie la société. On la trouve moche et c'est normal. Si je continue comme ça, je vais y arriver. Vous savez, si les gens se mettaient à tolérer les gros, moi je ne l'accepterais pas. Ce serait la fin de tout. Le péril gros. Tous courent pour y échapper et se conformer à la pensée dominante. Tong Tong nous a fièrement envoyé une photo d'elle, avant et après. J'en ai ras-le-bol de jouer les soldats japonais.
Parce qu'en Chine, tout le monde les déteste et trouve que c'est des losers. C'est un studio à la mesure de la démesure de la Chine. Bienvenue sur les plateaux de Chinawood, le plus grand studio de cinéma du monde, à défaut peut-être d'avoir les meilleurs acteurs de la planète. Le plus important, c'est d'être heureux, non? Bien sûr, c'est important, mais tu seras encore plus heureux si tu te maries avec moi. Ok, on passe à la scène suivante. Pas le temps de lambiner. Il y a jusqu'à 20 tournages chaque jour en simultané. Derrière Chinawood, cet homme, Xu Wenrong, 79 ans. C'est sa réponse à Hollywood. Il a été tour à tour paysan, charpentier, comptable, homme d'affaires, et puis il s'est mis en tête de battre les Américains sur leur propre terrain en créant ce studio de cinéma. Ici, c'est le premier décor que nous avons construit. C'est moi qui ai tout imaginé et tout dirigé. Qu'il neige ou qu'il pleuve, rien n'aurait pu nous arrêter de construire. Vous voyez là, avant c'était une colline. Nous l'avons rasée pour construire ces maisons une par une. Il a mis toutes ses économies dans ce pari fou. Il a aussi convaincu l'État chinois d'investir dans ses studios. 10 ans de travaux et 5 milliards d'euros plus tard, Monsieur Xu a transformé son petit village de Hengyan, près de Shanghai, en capitale du 7e art, version chinoise. Des temples chinois côtoient des villes européennes. Il y a même une réplique grandeur nature de la cité interdite de Pékin. Des décors sur 10 fois la surface d'Hollywood, où ont été tournées des scènes des blockbusters américains comme La Momie 3 ou encore Tigre et Dragon. Plus de 800 films et séries télévisées sont tournés ici chaque année. Vous savez quel type de série ils sont en train de tourner là? Ça m'est complètement égal. Je me fiche de savoir ce qu'ils sont en train de filmer. Ah oui, c'est vrai, le cinéma ne l'intéresse absolument pas. Il travaille pour la gloire de la Chine. Derrière les décors de carton-pâte se cache un formidable outil de propagande. Ici, on ne tourne quasiment que des films anti-japonais. Le patron aux 2 téléphones en est très fier. Les Japonais ont tué cruellement plus de 30 000 Chinois à Nankin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, nous, les Chinois, on ne leur pardonnera jamais. Donc à Chinawood, nous faisons des films pour revisiter cette période de l'histoire. Pour montrer aux gens du peuple comment les Japonais ont tué cruellement des Chinois. Ce sont des films éducatifs, quoi. À mon signal, vous allez tous courir et les soldats japonais vont vous tirer dessus pour vous forcer à faire demi-tour. Des films éducatifs un peu particuliers. On peut réécrire l'histoire, tourner n'importe quoi, pourvu que ce soit anti-japonais. C'est l'obsession de Monsieur Xu, à tel point que pour ses productions, les studios sont gratuits. On t'a tiré dessus, il faut que tu tombes plus vite. Du coup, 2 tournages sur 3 sont des super-productions anti-japonaises. Et plus il y a de sacrifices et de morts, plus ça marche. Le patron de Chinawood a réussi son pari, il rivalise avec les Américains. Ses films sont aussi lourds et dégoulinants de patriotisme que ceux d'Hollywood. Retour sur le tournage de la dernière superproduction de Chinawood. Mon rôle, c'est de mourir plusieurs fois par épisode. Lui joue les méchants japonais depuis 3 ans déjà. Ce n'est pas de tout repos. J'en ai ras-le-bol de jouer les soldats japonais. Parce qu'en Chine, tout le monde les déteste et trouve que c'est des losers. Parfois, il y a même des touristes qui me voient passer avec mon uniforme et ils haïssent tellement les Japonais qu'ils me hurlent dessus. C'est l'enfer. En Chine, ces films de propagande font un tabac. Au Japon, en revanche, on trouve ça beaucoup moins drôle.
Dans l'archipel, les reportages se multiplient sur ces productions jugées malsaines. Les chaînes de télévision chinoises font plein de séries anti-japonaises. Nous sommes allés enquêter sur place. C'est ici que sont filmées les séries anti-japonaises. Allons-y. Ce genre de série, c'est dangereux. Parce que ça renforce encore le sentiment anti-japonais que les Chinois apprennent aux enfants à l'école. Loin de calmer le jeu, le bureau de la censure chinoise, d'habitude très sévère, encourage sans retenue ces films de propagande. Auteurs et réalisateurs n'ont pas d'autre choix que d'écrire et de tourner des scénarios nationalistes sur commande, des filmomètres. Le metteur en scène Chen Ke trouve le temps un peu long. J'ai l'impression d'être un ouvrier sur une ligne d'assemblage. Les sujets autorisés sont assez limités. Par exemple, si un personnage est un membre du Parti communiste, on ne peut pas tout filmer de ses activités. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne faut surtout pas déplaire au tout-puissant Parti communiste. Le patron de China Wood n'en a de toute façon pas l'intention. Il est aujourd'hui une star en Chine. Le parti lui a même remis la médaille du travailleur modèle, l'équivalent de la Légion d'honneur française. Et Xu Wenrong ne compte pas s'arrêter là. Nous allons petit à petit récupérer des terres et empiéter sur les villages alentours. Pour l'instant, nous n'avons que 123 km² de terrain. Mais le gouvernement vient de nous donner 3 fois plus de terres. On va pouvoir y construire tout ce qu'on veut. Le patriotisme, c'est bien, mais le travailleur modèle engrange aussi sa part de dollars. Regarde, j'avais acheté cette pierre à l'aveugle, 300 ou 400 euros. Maintenant qu'elle est ouverte, elle en vaut au moins 2000. Les États-Unis et l'Europe ont fermé leur marché aux pierres de Birmanie. Mais côté chinois, tout passe. Tapis rouge pour les généraux birmans. La scène se déroule le mois dernier à Ruili, ville chinoise située à la frontière avec la Birmanie, lors de l'inauguration de la 7e grande foire commerciale sino-birmane. Ici, on célèbre en grande pompe l'amitié entre les deux peuples qualifiés de frères et surtout le formidable boom du business entre les deux régimes. 4 mois après la sanglante répression de la révolution des moines, les généraux birmans sont donc accueillis avec les honneurs, seul mot d'ordre, s'enrichir. C'est le nouveau credo de la diplomatie chinoise, affiché sans complexe. Pour la Chine, la Birmanie est un allié important pour les échanges commerciaux avec toute l'Asie du Sud-Est. Le but de cette foire est de développer la coopération technique entre nos deux pays. Côté birman, le général ministre du Commerce se frotte également les mains de cette fructueuse collaboration, synonyme de soutien politique. Les dirigeants de nos deux pays encouragent non seulement le développement des échanges commerciaux, mais travaillent aussi au renforcement des relations politiques entre nos deux nations. Nous espérons que l'année qui va venir, l'année 2008, sera une année exceptionnelle pour le commerce dans cette région frontalière. Ruili, dans la province du Yunnan, à la frontière entre la Chine et la Birmanie. C'est là que se joue l'avenir de la dictature birmane, aujourd'hui boycottée par la communauté internationale. Emmenés par cet homme, Tan Chiu, les généraux au pouvoir depuis 40 ans doivent leur survie au commerce avec le parrain chinois. À l'heure où les Nations Unies veulent renforcer les sanctions économiques contre la junte birmane, les Chinois de Ruili ont déjà choisi leur camp. L'embargo économique pénalise la population birmane. Si ces échanges n'existaient pas, les conditions de vie des Birmans se dégraderaient. Notre priorité, c'est de soutenir les habitants. Ici, c'est un lieu d'échange pacifique qui profite aux deux peuples. Les manifestations des moines de septembre dernier et la féroce répression qui a suivi n'ont pas gâché la lune de miel entre généraux birmans et communistes chinois. Au contraire, en 2007, le volume des échanges commerciaux a augmenté de près de 50%, dépassant le milliard de dollars, une manne financière qui atterrit directement dans les poches des responsables de la dictature.
Les généraux birmans touchent sur tout, parce qu'ils contrôlent le gouvernement. Ce serait certainement très dur pour eux, mais aussi pour le peuple, si les Chinois imposaient des sanctions très strictes. La Chine ne prendra pas ce genre de mesures, mais si elle le faisait, cela ne provoquerait pas de changement notable du régime. Les militaires birmans isoleraient encore un peu plus leur pays et les conditions de vie empireraient. Ruili est plaque tournante du commerce légal, mais surtout capitale de tous les trafics de la région. Jade, rubis, or, bois précieux, c'est un véritable pillage de la Birmanie que se livrent les hommes d'affaires chinois avec la complicité des généraux corrompus de Rangoon. Ça vient de Birmanie? Ouais, tout vient de Birmanie. Et c'est de la bonne qualité? Non, pas de bonne qualité. U Phon Kyo est le prince du jade de Ruili. Ce Birman exilé en Chine depuis 20 ans est expert en pierres précieuses. Chaque jour, il achète des dizaines de pierres sorties clandestinement de Birmanie et destinées au marché chinois. Regarde, j'avais acheté cette pierre à l'aveugle, 300 ou 400 euros. Maintenant qu'elle est ouverte, elle en vaut au moins 2000. Les États-Unis et l'Europe ont fermé leur marché aux pierres de Birmanie. Mais côté chinois, tout passe. Est-ce que vous pensez que l'embargo, c'est quelque chose qui peut faire tomber la dictature? C'est impossible. Impossible. Dis-lui en chinois. Je n'y crois pas. La junte militaire est enracinée dans le pays. Elle dispose de tous les pouvoirs et c'est impossible de la faire tomber. Au départ, simple poste frontière, la ville de Ruili est devenue ces dernières années le principal carrefour pour le commerce entre la Chine et la Birmanie. La frontière est virtuelle, un simple grillage que les piétons contournent sans même se cacher. Chaque jour, des centaines de camions chinois passent en Birmanie, direction la zone économique 105, un espèce de Rungis spécialement construit pour les businessmen chinois. Étroitement surveillée par les militaires et interdite aux étrangers, la zone 105 a été financée il y a 3 ans par des capitaux originaires de Chine, de Hong Kong et de Singapour. La zone 105, c'est la réponse des généraux birmans aux sanctions économiques internationales. En général, les acheteurs viennent du Laos, où sont des Chinois d'outre-mer. Mais il y a de plus en plus de commerçants chinois qui viennent de l'autre côté de la frontière. Tu vois la piste là-bas? Elle sert à la contrebande pour les Chinois qui n'ont pas les papiers en règle. De là, on exporte illégalement vers la Chine nos matières premières. Retour en Chine sur la route des trafiquants de bois. Avec l'opium et le jade, le teck est la 3e source de richesse clandestine des généraux birmans. Lhasa, un petit village niché dans les montagnes peuplé de paysans. C'est par ici que les camions chargés de bois précieux entrent en Chine. Le poste frontière est particulièrement discret depuis les critiques des ONG internationales qui ont dénoncé ce pillage à grande échelle. Les autorités adoptent profil bas. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de commerces qui passent. De l'autre côté, ils n'ont pas d'usine ni d'entreprise comme chez nous. Tout ce qu'ils consomment vient de Chine. Et le bois, il y a toujours beaucoup de commerce du bois aussi qui sort de Birmanie. Le bois? Quel bois? Les 3 camions là, il y en a environ pour 40 tonnes. Sur les hauteurs de la ville, on ne se donne même pas la peine de dissimuler le bois précieux. Les troncs, sortis clandestinement de Birmanie, sèchent à l'air libre, en quantité industrielle. Ces 2 businessmen chinois sont carrément propriétaires d'une concession forestière située à l'intérieur du territoire birman. Ils trafiquent uniquement sur commande, prévoir 3 mois de délai de livraison. C'est la nuit qu'on en fait passer le plus. Avec les autorités chinoises, actuellement, il n'y a aucun problème. Il suffit d'avoir les papiers en règle, parce que nous participons au développement économique. Mais c'est pour le développement économique de la Chine ou de la Birmanie? Le développement économique de la Chine, bien sûr. L'autre côté, c'est pas notre problème, on s'en fout. Les camions là proviennent de l'armée chinoise. C'est du matériel d'occasion que j'ai pu acheter par relation.
Et côté birman aussi, j'ai de bons contacts. Sans cela, ce serait impossible. Et ils sont gourmands, les militaires birmans, hein. Ouais, ils veulent beaucoup d'argent. En fait, on remplit des caisses entières avec des billets birmans et on arrose tout le monde. Vue de Chine, la Birmanie, qui sommeille de l'autre côté du fleuve, est devenue le nouvel Eldorado à exploiter. Au nom de l'amitié entre les peuples, l'aide économique s'est transformée en un gigantesque pillage et le pays des bonzes se vide de ses précieux trésors, comme un lent goutte à goutte que rien ne semble pouvoir arrêter.